Dans le cadre de ces activités, le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement a animé une conférence scientifique sur l'environnement sous le thème « L'impact de la pollution de la ville de Bujumbura sur la qualité de l'eau des rivières affluents du lac Tanganyika ». Rivière Kinyankongé, rivière Ntahangwa, rivière Kanyosha et la rivière Muha. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le professeur Claver Sibomana a éclairé l'opinion sur quoi apporter l'étude. Notre projet porte sur l'évaluation de l'impact de la pollution de la ville de Bujumbura sur la qualité de l'eau des rivières affluents du lac Tanganyika. Et notre étude, pour ce faire, nous avons choisi 4 rivières qui traversent la ville de Bujumbura. Il y a la rivière Kinyankongé, la rivière Ntahangwa, la rivière Muha et la rivière Kanyosha. Vous comprenez que c'est dans l'ordre du nord au sud. Et nous avons choisi de travailler sur 2 stations par rivière. Et la première station pour chaque rivière se trouve en amont, juste à l'entrée de la ville. Et ce sont ces 4 stations qui constituent les références et que nous utilisons pour évaluer l'impact de la pollution de la ville de Bujumbura. La deuxième station pour chaque rivière a été choisie à l'embouchure du lac Tanganyika, juste avant l'entrée des rivières dans le lac Tanganyika. Donc avec les valeurs, avec les résultats en amont et en aval, en estimant la différence, on peut voir quel est l'impact et l'apport réel de la ville de Bujumbura dans la pollution des rivières qui la traversent et l'impact que cette ville a sur la qualité de l'eau des rivières de Bujumbura. Le professeur Claver Sibomana, avant de parler des résultats les plus importants déjà obtenus, élucider les méthodes qui sont utilisées pour l'évaluation de la pollution des eaux des rivières susmentionnées. Notre étude aussi tient compte de 2 méthodes, des méthodes qui ne sont pas toujours utilisées en même temps, mais lorsqu'elles sont utilisées en même temps, elles donnent des résultats plus consistantes. La première, c'est la méthode de l'évaluation des paramètres physico-chimiques. Et les paramètres physico-chimiques que nous avons utilisés sont la température, le pH, l'oxygène dissous, la conductivité électrique, les solides totaux dissous, la turbidité. Il y a les nutriments comme les ions ammonium, les ions nitrites, les ions nitrates, les ions phosphates et un paramètre qu'on appelle la DBO. 5, ça veut dire la demande biologique en oxygène. Et avec ces paramètres, on peut avoir des informations qui sont plus ou moins précises sur la qualité de ces eaux et évaluer au niveau de quel degré ces eaux sont polluées. Et la deuxième méthode, c'est la méthode des paramètres biotiques. Et la méthode des paramètres biotiques est une méthode qui est utilisée dans l'évaluation de la qualité des eaux avec des organismes qu'on appelle des bio-indicateurs. Et ce sont des organismes qui ont une certaine sensibilité à la pollution, parce qu'il y a des organismes qui sont sensibles à la pollution. Il y en a qui sont très sensibles, il y en a qui sont tolérants et d'autres qui sont résistants, donc qui sont résistants à la pollution qu'on peut trouver dans les milieux plus pollués. Et nous avons choisi d'utiliser les macro-invertébrés comme groupe d'organismes dans notre étude. Et ces macro-invertébrés ont été échantillonnés en même temps que la prise des paramètres physico-chimiques. Et ces macro-invertébrés sont identifiés au laboratoire et les groupes qu'on y trouve
nous permettent de voir si les eaux montrent une pollution et à quel degré ces eaux montrent une pollution. Ici, je peux donner des exemples d'organismes qui sont, par exemple, résistants à la pollution, qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver dans des endroits pollués, surtout avec des milieux aquatiques avec un taux d'oxygène très bas, comme des chironomidés, comme des oligochètes, et il y a aussi des mollusques de la famille des planorbidés, les planorbes. Et parmi ceux qui sont sensibles à la pollution, donc on ne trouve pas dans les endroits pollués, qu'on trouve plutôt dans les endroits où vous avez une eau relativement propre, comme les éphéméroptères, ou les trichoptères, pour ne citer que cela. Les résultats les plus importants déjà obtenus nous permettent de voir qu'il y a un apport assez important de la ville de Bujumbura dans la pollution des rivières qui la traversent. Et les résultats que nous avons sont encore des résultats préliminaires parce que la présentation que nous avons faite, c'était pour échanger, partager nos résultats déjà obtenus avec les collègues et échanger sur la démarche à suivre pour les étapes suivantes, mais aussi nous permettre d'alerter, pourquoi pas, parce que la pollution est déjà perceptible avec ce que nous avons. Les résultats déjà obtenus nous montrent que la ville de Bujumbura est en train de polluer les rivières qui la traversent, et de ce fait, il est en train de polluer le lac Tanganyika. Notre étude nous permet, avec les paramètres physico-chimiques, mais aussi avec des organismes que nous avons observés au site que nous avons échantillonné, de montrer qu'il y a quand même un degré de pollution assez élevé, même si le degré est différent selon les rivières. Et les résultats aussi nous permettent d'affirmer que la rivière Kinyangonge est la rivière la plus polluée de toutes les 4 sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Cet éminent enseignant-chercheur de l'Université du Burundi a laissé entendre que des actions doivent être menées en vue de limiter la pollution du lac Tanganyika. Voilà, les actions qui doivent être menées, je pense qu'ils doivent être menées à plusieurs niveaux, parce que, bien sûr, comme c'est la plupart des cas pour toutes les sources d'eau, parce qu'il y a les utilisateurs de cette eau-là, il y a les gens qui habitent tout près de ces rivières, pas forcément qu'ils sont les utilisateurs de cette eau-là, mais il y a aussi ceux qui exercent des activités tout près de ces rivières-là. Et puis, à un autre niveau, il y a les décideurs politiques, ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Alors, premièrement, je pense qu'on devrait procéder à la sensibilisation qui devrait être faite de façon, je pense, plus soutenue, parce que les gens doivent connaître les dangers qui nous guettent avec la pollution de l'eau, cette eau que nous utilisons pour la consommation, cette eau que nous utilisons aussi pour d'autres usages domestiques, mais cette eau aussi qui est un habitat important pour les organismes vivants, y compris ceux que nous utilisons pour la consommation, surtout les poissons. Il faut qu'il y ait un changement de comportement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on observe les sources de pollution ou bien des déchets, surtout les déchets qui souillent ces rivières, on voit que ce sont des déchets qui proviennent des ménages, mais aussi des activités humaines. Donc il faut que les gens comprennent que leur comportement, surtout ce qui est de l'utilisation ou bien de l'endroit où ils mettent
les déchets, ce qu'ils ont utilisé, compte beaucoup. Donc, qu'on arrête de jeter les déchets en plastique, surtout n'importe où, qu'on ne verse pas les déchets liquides n'importe où, et qu'avec ce changement de comportement de la vie de tous les jours peut contribuer beaucoup à la réduction de la pollution. Troisièmement, il faut qu'il y ait une régulation des activités qui se font tout au long de ces rivières-là et tout près, notamment les activités qui sont susceptibles de polluer les rivières. Il y a surtout les activités qui se font directement dans les rivières, ça veut dire dans les lits des rivières eux-mêmes, les activités d'extraction de sable, de pierre qui sont susceptibles d'augmenter la sédimentation, qui peuvent aussi, avec l'augmentation de profondeur des vallées, causer des éboulements au niveau des flancs des vallées. Et il y a des éboulements qui tombent dans l'eau, qui augmentent la sédimentation et donc la pollution. Il y a aussi la régulation des activités industrielles ou bien même artisanales qui provoquent la pollution le long de ces rivières, parce qu'il y a des rejets dans les rivières qui viennent de des différentes activités. Il faut qu'il y ait une régulation, soit qu'il y ait un pré-traitement ou bien qu'on essaye de voir une autre manière de se débarrasser de ces déchets et que ceci peut contribuer de façon significative à la réduction de la pollution. Et puis, enfin, je pense qu'il faut qu'on respecte les zones tampons. Il y a bien une loi qui est le Code de l'eau qui stipule bien qu'on devrait respecter une certaine distance des zones tampons autour des rivières, une distance de 50 mètres. Et ceci devrait être respecté pour qu'il n'y ait pas de construction de quelque nature que ce soit et que ce soit des endroits qui constituent des habitats où on peut trouver des végétaux, où on peut trouver aussi des animaux, et ceci aussi peut aider à la réduction de l'effet de la pollution des eaux qui proviennent de la zone autour des rivières.